Nous allons démarrer la seconde table ronde, le cheval, vecteur d'intégration sociale, avec des focus particuliers sur les enjeux de l'emploi, de la formation et du développement rural. Alors cette seconde table ronde va être animée par Sylvine Piquel-Chevalier, que j'appelle à me rejoindre. Et les participants sont Florence Grasse, Jean-Pierre Vogel, Sylvie, vous pouvez venir, Sylvine préfère que vous soyez tous autour d'elle dès le départ. Sylvie Douaré et Éric Touron. Alors Sylvine Piquel-Chevalier est maître de conférence, titulaire d'une habilitation à diriger les recherches en géographie et elle enseigne à l'université d'Angers. Elle est également présidente du comité scientifique pour la mission française pour la culture équestre. Alors cette mission française pour la culture équestre, pour ceux qui ne la connaissent pas, les quelques rares qui ne la connaissent pas, est chargée de porter auprès du ministère de la Culture les éléments, le dossier qui permet le renouvellement, le maintien et je dirais la vie du label UNESCO détenu par l'équitation de tradition française. Donc c'est le principal rôle de cette mission française pour la culture équestre. Elle est également présidente du jury des masters au département tourisme de l'ESTUA et membre du comité scientifique de la route d'Artagnan. Les spécialités de Sylvine, c'est l'étude de l'évolution de la filière équine dans la société des loisirs, en France et dans le monde. Alors elle s'intéresse d'une part à l'évolution du rapport au cheval dans le monde contemporain en intégrant les questions de genre et elle questionne les enjeux socio-économiques, culturels et environnementaux de la filière en analysant la potentialité du tourisme équin à être un levier de développement durable dans les territoires. Et dans ce contexte, elle étudie particulièrement les processus de patrimonialisation du cheval et des équitations, ainsi que leur redéfinition au prisme du tourisme culturel. Voilà le programme. Maintenant, je lui passe la parole et c'est Sylvine qui va présenter les participants de cette table ronde. Merci. Merci beaucoup. Je baisse parce que je suis plus petite. D'abord, je tiens à remercier beaucoup le président, le directeur général et madame la directrice générale adjointe de l'IFCE de m'avoir invitée. Je suis extrêmement honorée d'animer cette très belle table ronde. Alors, on va fonctionner plus sur un format de questions-réponses par rapport donc, à ces enjeux. En fait, on va interroger le cheval comme vecteur d'intégration sociale. Donc, comme Florence l'a dit, en interrogeant les enjeux de l'emploi, de la formation et du développement rural, mais d'une façon générale territoriale. Et l'enjeu, c'est de travailler de l'échelle en fait, de l'Europe jusqu'à l'échelle nationale et l'échelle locale, avec des exemples précis en fait, qu'on va analyser au travers de nos intervenants, puisque l'objectif des questions, c'est d'essayer de mieux comprendre en fait, le rôle des différents acteurs. Alors, comme monsieur le directeur général nous l'a dit, en fait, Hilde Wotman, malheureusement, n'est pas parmi nous pour des raisons de crise politique que vous connaissez. Néanmoins, elle a voulu quand même participer parce qu'elle était très déçue de ne pas être là. C'est une passionnée d'équitation aussi. Et donc, elle nous a envoyé une petite vidéo de 2 minutes pour nous faire part un peu de son enthousiasme par rapport à ce colloque. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais d'abord présenter nos 5 intervenants. Puis, en fait, on va avoir cette petite vidéo. Et après, je vais interroger, en fait, les différents intervenants, les uns après les autres, sur le rôle de leurs différentes institutions pour la filière par rapport à ces enjeux d'intégration sociale. Alors, donc pour commencer, Madame Hilde Wotman, qui est députée européenne et présidente du groupe Cheval du Parlement européen, donc qui vous parlera tout à l'heure par vidéo. Donc c'est une femme politique belge, députée européenne depuis 2015.
Elle est très investie. Alors, initialement, elle était très investie dans les enjeux de l'égalité des genres. Elle est désormais présidente du groupe Cheval du Parlement européen. Et elle est elle-même, elle vous le dira tout à l'heure dans la vidéo, cavalière et passionnée de chevaux. Elle a beaucoup œuvré depuis 2015 pour faire reconnaître le cheval et ses activités comme des moteurs de développement territoriaux en Europe. Alors, notre deuxième intervenant est normalement Marc Venten, mais comme nous l'a dit Jean-Roch tout à l'heure, en fait, il a malheureusement le Covid, mais il est très bien représenté par Florence Gras, qui est son bras droit. Donc, néanmoins, c'est Marc que je vais présenter. Donc, depuis 1986, Marc Venten est un atteleur professionnel qui possède 25 chevaux. Et il est en fait spécialisé en fait, dans l'attelage touristique. C'est-à-dire qu'il est président de l'association des attelages de Bruges, qui compte 85 calèches et qui transporte 350 000 touristes par an, ce qui est quand même énorme. Alors, il a plusieurs casquettes, comme beaucoup d'entre nous. Il est éditeur en chef de Hippo Revue, qui est la première revue équestre belge en nombre de tirages depuis 35 ans. Alors, il a eu aussi une vie en fait sportive. Il a été champion du monde en attelage solo. Il est juge à la FEI et il a été président de la Fédération flamande d'équitation. Enfin, aujourd'hui, il est président de European Horse Network, dont nous avons parlé un petit peu tout à l'heure et que nous expliquera davantage Florence Gras. Alors, nous avons aussi donc, la chance d'avoir parmi nous monsieur le sénateur Jean-Pierre Vogel, qui est donc sénateur de la Sarthe et président du groupe Cheval. Alors, quelques mots sur monsieur Vogel. Donc, c'était un homme politique très investi sur les territoires. En effet, il a été maire de Beauvais puis de Bonne-Table. Il est président de communauté de communes, vice-président au Conseil général, puis sénateur de la Sarthe depuis 2014. C'est aussi un homme de cheval, pratiquant le concours complet, le saut d'obstacle et l'attelage, et c'est aussi un éleveur. Il est très investi dans la filière et il est administrateur de la Société des courses du Mans et expert comptable pour le Mondial du Lion d'Angers. Fort de toutes ces expériences, il est devenu président du groupe Cheval au Sénat depuis 2018. Sylvie Douaré est donc ingénieure agronome. Elle a enseigné pendant 12 ans dans le domaine de l'aménagement de l'espace avant d'entrer au Haras du Pin pour diriger l'école basée au Haras national du Pin. En 2007, et c'est pour ça qu'elle est parmi nous aujourd'hui, elle a créé Equiresources, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, avec le pôle de compétitivité Hippolia et la région Normandie. Donc, c'est de ça dont elle va nous parler tout à l'heure. Donc, Sylvie Douaré travaille aujourd'hui pour le ministère de la Transition écologique. Elle dirige en Vendée le service eau, risque et nature de la direction départementale des territoires de la mer. Et enfin, Éric Touron, conseiller régional des Pays de la Loire, en charge de la filière équine. Alors, Éric Touron est passionné depuis son plus jeune âge par les chevaux. Il est éleveur amateur de trotteurs. 2 de ses fils sont investis professionnellement dans la filière. Il est aussi un élu très actif du territoire, maire de Dittré depuis 1999. Il est conseiller régional en charge de la filière équine et vice-président de la communauté d'agglomération de Saumur-Val-de-Loire, en charge de l'agriculture et de la ruralité. Enfin, Éric Touron est président de l'association de préfiguration du site équestre de Véry, dont il nous parlera tout à l'heure, et membre de la commission cheval de la région de France. Donc maintenant, je vous propose de voir, Daniel, si vous voulez bien nous envoyer la petite vidéo de Hilde Wotman qui tenait à nous dire quelques mots. Bonjour à toutes celles et ceux qui êtes à Saumur et celles et ceux qui suivaient en ligne. Nous pouvons être très fiers de notre secteur équestre. Nous sommes au cœur du monde quand il s'agit des chevaux et des cavaliers. Donc, le cheval est véritablement un atout pour le monde de l'après-crise. Le cheval est un animal qui ne ressemble à aucun autre. De l'agriculture au sport, le cheval sait tout faire. C'est un animal formidable. C'est mon animal préféré. C'est la raison pour laquelle cette conférence revêt une importance aussi capitale. Nous devons mettre en exergue tous les atouts du cheval. Moi-même, je monte à cheval ou j'ai appris à monter à cheval avant même de faire du vélo. Ça a vraiment été ma toute première passion. Et en vieillissant, mon intérêt dans le domaine de la politique a cru également. Et ça a été un privilège de pouvoir associer mes deux passions en tant que présidente du groupe Cheval du Parlement européen. Comme vous, le groupe Cheval croit en ce secteur. C'est une chose que j'affirme en tant que cavalière, mais aussi en tant que femme politique. Et j'ai des chiffres à l'appui. L'Europe compte 7 millions de chevaux et d'équidés. Le secteur du cheval crée 800 000 emplois et avec une répercussion économique de 1 milliard d'euros chaque année. Les chevaux ont
des répercussions positives au niveau environnemental, éducatif, économique, entre autres. Et c'est exactement ce que nous souhaitons appuyer et encourager. Ainsi, je souhaite adresser mes remerciements à l'IFCE. Merci de cette conférence formidable. Malheureusement, je n'ai pas pu y participer en personne, mais je vais suivre en ligne et je pense que je tirerai tous les enseignements nécessaires pour lutter en faveur du cheval au sein du Parlement européen avec le réseau européen des chevaux. Merci à l'ensemble des panélistes d'avoir partagé vos connaissances et merci notamment à mon cher ami Mark Ventain avec lequel je travaille très étroitement en faveur du secteur du cheval au niveau européen. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup. Ça marche? Ça marche? Je vois comment ça marche. Donc, pour rester donc sur l'échelle européenne, donc nous avons parlé tout à l'heure de European Horse Network qui est né à la suite de la première réunion comme celle-ci dans le cadre européen en Suède. Donc la première question, en fait, pouvez-vous nous expliquer donc, Florence Gras, le rôle du European Horse Network? Merci. J'en profite juste pour faire un petit coucou à Mark Ventain, justement, qui est même au fond de son lit, je suis sûre qu'il nous regarde. Donc guéris vite parce qu'on a besoin de ton enthousiasme et de ta passion. Donc voilà, je voulais insister là-dessus. Et merci à Hilde Botman pour son énergie aussi qui est incroyable pour nous aider sur toutes les actions qu'on mène. Donc à quoi sert le réseau européen du cheval justement et à quoi ça sert pour l'intégration dans tous les enjeux, que ce soit l'emploi, les enjeux économiques, la formation et autres. Donc, le réseau européen du cheval, merci à Laetitia Saint-Paul pour avoir vendu la mèche. Effectivement, c'est en 2009, sous l'égide de la première présidence suédoise, qu'on a créé ce réseau européen du cheval. Donc, c'était un héritage voulu de la présidence suédoise. Et ça a été dirigé tout d'abord par les Suédois et maintenant donc par Mark Ventain en tant que président. Et on est parti de 6 structures pour en avoir 30 aujourd'hui. Donc, on a bien grandi. On a bien grandi et tout est basé sur la bonne volonté des membres et donc l'expertise aussi des membres pour travailler. Voilà à quoi sert vraiment ce réseau. Donc 2 objectifs, coordonner, informer, tout simplement. Et on le fait avec les outils classiques de lobbyistes. Et j'ai amené d'ailleurs une partie des outils. C'est tout simplement un manifeste. Donc, produire des chiffres, comme on a dit, 7 millions de chevaux, 800 000 emplois, un impact économique qui approche des 100 milliards d'euros. Donc, c'est important. Et il fallait le souligner pour montrer l'importance de la filière. Une fois qu'on a les chiffres, on fait un manifeste. Donc, le voici. Il y en avait quelques-uns à l'entrée tout à l'heure. On fait un manifeste où on cite nos priorités et sur lesquels on travaille. Et on travaille comment? En distribuant des informations, des fiches de 2-4 pages, pas plus, en faisant le groupe cheval au Parlement européen, donc présidé aussi par Jean Arthuis précédemment, qui a fait beaucoup pour la filière, et aujourd'hui par Madame Botman, donc députée européenne belge. On travaille aussi avec des conférences, avec des déjeuners thématiques. Donc, on en a fait depuis 2010 au moins 15 sur 15 sujets différents. Et il faut attendre que le sujet soit sur la table du Parlement européen pour que ce soit plus efficace, évidemment. Donc, voilà comment on travaille. D'accord. Donc, merci. Donc, ça me permet justement de rebondir sur notre deuxième question. Donc, pouvez-vous nous donner un exemple concret, notamment en fait dans le cadre d'un déjeuner de travail dont vous parliez avec les Euro-Européens sur les questions plus particulièrement d'emploi dans la filière? Oui. Donc, tous les déjeuners ont un impact sur l'emploi quand on travaille avec les députés européens. Mais bien sûr, je me souviens d'un qui était précisément sur croissance, emploi, nouveaux métiers, croissance économique, environnement. Voilà, on voulait regrouper un peu des thèmes qui, justement, avaient un impact sur l'emploi et montrer
par exemple, le tourisme équestre était en train de se développer alors qu'il y a 40 ans, il n'existait pas. Donc voilà, c'était une filière créatrice d'emplois qui maintenait le développement rural, qui était intéressant au niveau nouveaux métiers également. On a voulu montrer à ce déjeuner, et les députés n'en avaient pas vraiment conscience, que dans le domaine agricole, il y avait là aussi des emplois non délocalisables, des emplois très féminins. Donc tout ça, c'était de montrer que la filière était importante et qu'il fallait la soutenir. Et comment on la soutient avec les députés avec lesquels on travaille, c'est à chaque fois qu'il y a un texte qui potentiellement aura un impact sur la filière, on les mobilise et on leur demande d'agir. Et ça a été le cas pour, par exemple, les antibiotiques, où des députés européens voulaient interdire les antibiotiques pour la consommation animale et la réserver pour la consommation humaine. Et il y a eu une mobilisation à partir de Mme Votmans pour d'autres députés pour arrêter ce texte. Bon, c'est un exemple. Voilà. Est-ce que vous diriez, merci beaucoup pour cet exemple très précis, et est-ce que vous diriez, est-ce que vous pourriez nous dire si certains pays sont plus en avance que d'autres par rapport à ces sujets-là? Est-ce que certains sont plus faciles à fédérer que d'autres, vous suivent plus? Non, on a des pays leaders comme la France ou la Suède, bien sûr, mais non, on essaye de travailler sur les aspects, justement, la TVA, les taux de TVA. La Suède, qui a un taux de TVA à 27%, ne se rendait pas compte et ne voulait pas agir avec nous. Et puis tout d'un coup, ils se sont dit, mais ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc, mais on essaye de mobiliser vraiment tous les acteurs, et pas seulement, comme on est 30 structures, mais transversales, on est sur des thématiques, on n'est pas sur des nationalités. Donc après, s'il y a des choses à faire au niveau national, oui, mais on diffuse une information qui pourra servir au niveau national pour nos membres. Donc c'est vraiment un très bel exemple de réussite européenne, si on arrive à être sur des thématiques plutôt que sur des enjeux nationaux. Tout à fait. Et quels sont selon vous les challenges, les difficultés et opportunités d'aujourd'hui et de demain, puisque c'est la thématique aussi de notre colloque sur le monde d'après? Oui, c'est toujours la reconnaissance pour le cheval. On veut être reconnu, on ne veut pas être sur la défensive en permanence, on veut être une vraie force de proposition. Donc pour ça, il faut des données. Et par exemple, des données agricoles. La France est très bien pourvue en termes de données, de chiffres, mais ce n'est pas le cas de tous les pays européens. Et donc la difficulté de monter ça au niveau européen, elle est réelle. Donc on demande à la Commission européenne d'avoir des statistiques agricoles sur le cheval. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc voilà, et on va insister, on va se battre pour ça. Des données, des études aussi pour montrer l'importance et l'impact du cheval, les atouts verts. C'est énorme, et donc on soutient avec l'IFCE et l'INRA une étude sur les atouts verts du cheval. C'est extrêmement important. D'ailleurs, les responsables sont dans la salle. Mais montrer tout ça, ce sont des données pour plus qu'on nous mette de côté à chaque fois que les législateurs, sans faire exprès, les décideurs et les législateurs nous mettent de côté parce qu'ils ne nous connaissent pas. Donc, il faut absolument faire monter tout ce genre de données, ce genre d'informations, et donc éduquer, informer. Donc vous êtes ça, c'est le challenge principal et permanent. Donc vous êtes un maillon entre le monde des professionnels, la recherche aussi, et les politiciens, en fait. On vulgarise avec des documents comme ça, parce que c'est pas la peine de faire un document de 20 pages, personne le lira au niveau des décideurs, je dis bien. Et donc, on vulgarise ces informations et on arrive avec 2-3 idées à mettre en œuvre. Et même des amendements quand il s'agit de textes européens, parce que vous savez que on travaille avec les députés sur des amendements également. Donc, c'est des outils à notre disposition, on les utilise de plus en plus. Et les opportunités, c'est quoi? C'est justement de travailler avec des députés qui sont comme ça mobilisés, ou des sénateurs qui sont mobilisés et qui sont un relais d'information vis-à-vis des autres. Parce qu'on ne peut pas toucher le nombre total de députés. Donc on en mobilise 10, 20, 30, qui sont de relais fantastiques, et on travaille comme ça. Et on va continuer à le faire. On disait justement sur l'Ukraine,
On allait travailler avec des députés polonais, des députés européens polonais également. Donc voilà, il y a des choses à mettre en œuvre concrètement et pour faire passer les idées, faire pression et faire bouger un texte également. Et une autre opportunité, c'est Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ça, c'est une fantastique atout, parce qu'elle nous a dit bien clairement au mois de novembre qu'elle était de notre côté, et ça depuis le début de sa présidence, parce que c'est une passionnée de cheval. Et donc, quand il y a un problème sur un texte, je sais que Madame Votman la sollicite en direct. C'est quand même un atout fabuleux. Nous avons donc la chance de voir qu'en fait, l'enjeu autour du cheval mobilise vraisemblablement de plus en plus, donc à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle française. Donc, ce que je vous propose, c'est de garder aussi vos questions pour à la fin, puisqu'on va revenir. Je vais faire des questions pour l'ensemble des intervenants, et si vous avez des questions, on gardera un temps de questions à la fin. Et ça nous permet donc de passer à l'échelle maintenant nationale, puisque nous avons la chance d'avoir des représentants donc à l'échelle européenne, mais aussi en France. Donc, on a vu ce matin à l'échelle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, je me tourne vers vous maintenant, Monsieur Jean-Pierre Vogel. Et donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer aussi sur le rôle, en fait, de la section cheval au Sénat dans la valorisation du cheval, donc comme vecteur d'intégration sociale et plus particulièrement en termes de développement des territoires? Oui, alors avec un petit mot de remerciement déjà pour les organisateurs de ce colloque qui est très intéressant, et puis notamment au président, au directeur général de l'IFCE pour nous avoir conviés sur ce site extraordinaire à Saumur. Peut-être déjà pour rappeler que le Sénat est le représentant des territoires au Parlement, donc naturellement en premier lieu un défenseur des territoires, notamment des territoires ruraux mais aussi urbains, et que naturellement le cheval y a toute sa place. Alors la section cheval regroupe une petite trentaine de sénateurs qui sont sensibilisés au volet de la filière équine dans sa globalité, hein, et aussi pour les sensibiliser pour ceux qui le connaissent un petit peu moins sur les problématiques, parce que quand il s'agit de défendre des amendements ou dans la loi de finances un certain nombre de sujets qui intéressent la fiscalité ou la réglementation sur la filière, on a intérêt à sensibiliser les collègues, ce que vous disiez tout à l'heure, d'être un peu des relais, parce qu'on a chacun un peu ses pôles d'intérêt, ses propres convictions, mais aussi ses propres connaissances, et on n'est pas des spécialistes dans tous les domaines. Donc il s'agit de faire passer aussi un certain nombre d'informations. Alors, sur la section cheval, on écoute d'abord, on auditionne un certain nombre de sachants, d'organismes, d'institutionnels, que ce soit les ministères, que ce soit l'IFCE. D'ailleurs, on a eu l'occasion de recevoir Jean-Roch Gaillet à plusieurs reprises ces dernières années au Sénat, pour essayer de mieux connaître les problématiques et intervenir le plus pratiquement possible et le plus objectivement possible. En précisant aussi, par rapport à ma collègue Martine Le Guille-Ballois, qui est mon homonyme dans la section cheval à l'Assemblée nationale, qu'on travaille de concert tous les deux et nos deux groupes, parce que en fait, en vérité, les intérêts sont des intérêts de société, des intérêts de la filière dans sa globalité, des intérêts pour la France notamment. Et quand il y a des sujets particuliers, on se passe un coup de téléphone, on se voit. Et comme l'Assemblée nationale voit les textes en premier et nous après, mais qu'ils ont le dernier mot, on a des fois intérêt à se mettre d'accord avant. Bon, sur le ton un peu de la plaisanterie, mais à peine. Alors, c'est vrai qu'il y a tout le volet pour l'aménagement des territoires, d'abord en parlant de l'élevage, hein, qui est une véritable puissance. D'ailleurs, l'élevage des chevaux français, des races françaises, est reconnu à l'international. C'est un vrai patrimoine pour nous. Donc il s'agit aussi de faire très attention à la filière avec le départ, la naissance et l'élevage des chevaux. On rencontre régulièrement la Fédération française d'équitation. Je rappelle que c'est la 4e fédération en France, peut-être bientôt la 3e. Avec la 3e aujourd'hui, oui,
On avait reculé un peu à la 4e place, mais à la 3e, je vois la représentante de la FFE qui me fait signe. Je la guettais un peu parce que je pensais qu'on était peut-être remonté à la 3e. 3e fédération française avec le développement de beaucoup de disciplines. Vous l'avez rappelé tout à l'heure aussi avec le tourisme équestre. Dans le milieu rural, c'est extrêmement important. Pour le développement aussi des sentiers de randonnée, mais qui servent à toutes les randonnées, mais l'entretien, le patrimoine des chemins ruraux, des chemins de randonnée, se fait grâce au tourisme équestre qui s'est fortement développé. Donc, la Fédération française d'équitation est un interlocuteur privilégié de la section cheval du Sénat, et avec tous les organismes qui gravitent autour, notamment je pense au groupement hippique national. On a aussi la Société française des équidés de travail pour les chevaux lourds, hein, c'est un interlocuteur extrêmement important. Et puis on a tout le volet des courses, hein, avec notamment le PMU. On a été confronté à une grosse discussion il y a plusieurs mois sur l'éventuelle transformation du GIE PMU en société commerciale, sur lequel chacun avait ses avis. Il faut rappeler que le PMU en France rapporte plus de 850 millions d'euros au budget de l'État. Alors ça, c'était en 2018, avant la crise Covid, et reverse aux sociétés mères, et donc le trot et le galop, mais aussi avec le fonds éperon, presque 750 millions d'euros. Donc il s'agit de soutenir aussi le volet des courses de façon extrêmement importante, avec aussi tous les petits éleveurs, les petits propriétaires. Le volet des hippodromes ruraux, il y a plus de 260 hippodromes en France. Il y a des petits hippodromes sur lesquels il y a 1 ou 2 réunions de courses par an, mais c'est la fête au village. C'est l'aménagement du territoire, c'est l'attractivité. Et puis des plus grands hippodromes, alors, qui sont détenus par certaines collectivités, par des fois le volet associatif ou par les sociétés mères, sur lequel se déroulent aussi un certain nombre d'événements culturels, etc., et pas forcément que des courses de chevaux. Donc ça représente des enjeux, sans jeu de mots, des enjeux extrêmement importants sur l'attractivité et le développement des territoires. Et avec tout ce réseau de bénévoles qui font vivre le milieu des courses, mais aussi le milieu de la filière touristique et sportive, en rappelant qu'on a aussi dans la filière 3 disciplines olympiques, avec le dressage, le saut d'obstacle et le concours complet. C'est une véritable chance, avec des champions olympiques, dont un qui est dans ces murs ici, comme nous l'a rappelé Jean-Roch Gaillet ce matin. Et puis avec des particularités pour l'aménagement du territoire, c'est que contrairement à beaucoup d'autres disciplines ou organisations sportives, c'est que les infrastructures sont portées plutôt ou par le milieu associatif ou par le milieu privé, et non pas par les collectivités. Est-ce qu'une piscine est portée par un privé? Non. Est-ce qu'un terrain de foot est porté par un privé? En général, non. Les centres équestres, etc., sont plutôt portés par des privés ou par des milieux associatifs. Dans le milieu rural, alors dans le milieu urbain, il est clair qu'il y a beaucoup de centres équestres qui sont portés parce qu'il y a de l'activité économique et un peu d'argent. Dans le milieu rural, c'est plutôt porté par des privés et qui ont relativement peu de revenus. Enfin, les revenus moyens dans les centres équestres, me semble-t-il, c'est de l'ordre de 12 000 euros par an, 1 000 euros par mois. Hein, c'est un SMIC pour des gens qui travaillent 80 heures par semaine. Donc tout ça, effectivement, on veille au Sénat, dans la section cheval, à veiller à ce que l'économie, à ce que la réglementation puisse avancer et être en accord avec les problématiques de la filière. Je vais juste prendre un exemple sur lequel on s'est récemment penché et qui touche la filière, parce que quand on parle de la filière, il y a la filière propre, cheval, les emplois directs, mais tous les emplois indirects, juste pour le transport des chevaux.
tout ce qui concerne les professionnels et carrossiers chevaux qui font des camions à 3,5 tonnes où la réglementation européenne limite à 3,5 tonnes, alors qu'aujourd'hui, pour le bien-être animal, on sait qu'il faut des aménagements spécifiques, des camions un peu plus spacieux, etc. Et aujourd'hui, on est arrivé avec la réglementation pour pouvoir transporter 2 chevaux, à avoir son petit camion 3,5 tonnes pour mettre un cheval et un vent derrière pour mettre un autre cheval, parce que le poids total en charge à 3,5 tonnes est dépassé. Si on se fait arrêter sur la route, on est obligé de laisser quasiment un cheval sur la berme. Non mais voilà encore des choses sur des réglementations sur lesquelles on essaye de faire avancer les choses. Et en tout cas, la section cheval du Sénat, mais la section cheval de l'Assemblée nationale nous a accompagnés. On a déposé une contribution à l'Europe pour faire évoluer la loi jusqu'à 4 tonnes 250 ou 4 tonnes 5. Merci effectivement pour tous ces exemples très précis qui nous permet peut-être pour beaucoup d'entre nous de mieux comprendre le rôle du Sénat avec son articulation avec l'Assemblée et aussi sans doute avec l'Europe, parce que j'imagine qu'il faut aussi qu'il y ait de la cohérence. Et donc justement, pour poursuivre, et en plus comme vous êtes expert comptable, je pense que vous avez aussi un rôle en fait sur cette question cruciale de la fiscalité. Et là, est-ce que vous pouvez aussi nous dire le rôle du Sénat sur l'évolution de la fiscalité qui est si essentielle aux différents acteurs de la filière ? Ouais, alors, la condamnation de la France en 2012 a été une catastrophe, avec le rehaussement du taux de TVA qui était appliqué à la filière à 5,5 et qui est passé à 20%, avec quelques aménagements d'ailleurs qui étaient un peu contestables certainement, en tout cas qui a donné lieu à des contestations de la part de Bercy lors d'un certain nombre de contrôles fiscaux, avec des taux de TVA réduits à 5,5 pour l'accès aux installations et à 20% pour le reste des activités, notamment sur la vente de chevaux. Donc c'était à chaque structure de déterminer quelle était la part qui était soumise à 5,5, avec des comptabilités analytiques extrêmement compliquées et avec des fois des répartitions qui se faisaient au doigt levé. Alors je le sais moi parce que j'ai assisté quelques clients lors de contentieux. Et en fait ça a fini l'année dernière ou il y a 2 ans où Bercy a dit écoutez, par simplification et pour éviter des contentieux, vous prendrez sur votre part 50% forfaitaire appliqué à 5,5 et 50% appliqué forfaitaire à 20. Donc, ce qui fait un taux moyen de presque 13%. On sait que l'Europe, enfin, dans la commission ECOFIN, en fait, a porté un avis favorable maintenant pour que les États puissent appliquer des taux, je simplifie, des taux aux activités de la filière. En vérité, si je reprends le texte... Le texte, oui. En fait, c'est le 7 décembre dernier, le Conseil de l'Union européenne a trouvé un accord politique sur une liste de biens et services éligibles à des taux de TVA réduits qui inclut les équidés et l'offre de services en lien avec les équidés. Bon, maintenant, il va falloir que ce soit une transposition en France. Alors peut-être dans le PLF, dans le projet de loi de finances 2023. Mais il ne faudrait pas que ce soit un taux de 10% qui s'applique, parce qu'entre 13 et 10, en vérité, ça ne fait pas beaucoup d'écart. Il faudrait peut-être revenir au taux traditionnel des activités agricoles, parce qu'on est véritablement dans l'agricole, et revenir à un taux de 5,5%. On a vu d'ailleurs les ministères que l'on a auditionnés dans la section cheval au Sénat en sont bien conscients. Il y a eu des milliers d'emplois qui ont été détruits. Et puis, il y a des rentabilités qui se sont complètement affaissées. Alors, à l'heure où la clientèle est de plus en plus exigeante et on a besoin d'améliorer encore plus les installations pour le bien-être animal, ça veut dire qu'il faut que les professionnels puissent retrouver de la marge pour l'investir dans les installations. Ce sont des gens qui vivent de leur passion, ils ne vivent pas de leur métier économiquement, c'est extrêmement compliqué. Alors ils en vivent parce qu'ils ne sont pas très exigeants, ils n'ont pas beaucoup de besoins, ils ont surtout des besoins pour leurs animaux. Ce sont des gens en général qui prennent très peu de vacances, qui ne roulent pas dans des grosses voitures, qui n'ont pas de résidence secondaire. Donc il faut que fiscalement l'Europe a fait une avancée extrêmement significative. Il faut que désormais en France, l'application
des accords qu'il y a eu avec Ecofin ne soient pas un leurre pour la profession, avec toutes les annonces qui ont pu être faites. Et on l'attendra dans la concrétisation du vote des futures lois de finances, en accord avec la section cheval de l'Assemblée nationale, qui aura le dernier mot. Et comme ça tombe bien, nous ne sommes pas de la même sensibilité politique, on trouvera forcément un accord pour le bien-être des professionnels de la filière. Merci pour ce très bel exemple de démocratie où on voit en fait que, et c'est vrai que c'est quelque chose de très agréable. Dans le monde du cheval, on a différentes couleurs politiques. Nous, on le voit aussi même dans la mission française. Et on arrive à trouver des terrains d'entente autour de cette passion commune. Et donc, merci pour ce bel exemple de démocratie. Alors, merci beaucoup. Et donc, je vous invite à garder aussi vos questions pour à la fin, si vous en avez d'autres. Alors, maintenant, on va illustrer des exemples donc, à échelle locale, nationale, puisque ça me semble aussi intéressant de montrer des bons exemples qui peuvent faire aussi office d'exemplarité pour l'Europe, avec une initiative très intéressante qui est née, donc maintenant il y a plus de 10 ans, près de 15 ans, de Equiresources, et on a la chance d'avoir sa fondatrice avec nous. Alors, posez des questions. Donc, en tant que fondatrice d'Equiresources, pouvez-vous rapidement nous expliquer ces enjeux et son fonctionnement? Bonjour à tous. En fait, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir d'être là. Je remercie le directeur général et son équipe pour son invitation. Effectivement, j'ai fait partie de l'aventure d'Equiresources depuis le début. Et donc, je suis là pour vous raconter un peu cette histoire. Au départ, ce qui est fondateur pour Equiresources, c'est la création, souvenez-vous, on remonte en 2005-2006, des pôles de compétitivité. Et donc, on a en Normandie la filière, l'ensemble des secteurs de la filière, parce que vous connaissez la filière équine, vous savez que c'est des secteurs, courses, on a parlé du loisir, on a parlé du tourisme, il y a l'élevage, on a vraiment des secteurs différents, cheval de travail, qui ont décidé de se rassembler pour une cause commune qui était donc essayer de favoriser le rapprochement entre l'offre et la demande en matière d'emploi. On se retrouvait avec des professionnels de tout secteur autour de la table pour créer ce pôle de compétitivité qui aujourd'hui s'appelle Hippolia. Donc on se retrouvait avec un ensemble d'acteurs qui se disaient mais nous on n'arrive pas à recruter. Et de l'autre côté, les haras nationaux qui avaient l'occasion, dans le cadre de leurs différentes missions, de rencontrer beaucoup de jeunes qui, eux, étaient en recherche d'emploi, eux, ils disaient, nous, on n'arrive pas à se faire connaître et on n'arrive pas à entrer en contact avec les entreprises. Et donc, on est parti de ce constat, de cette difficulté donc, pour les employeurs de recruter au-delà du bouche à oreille et pour les jeunes salariés en formation ou fraîchement sur le monde du travail, donc de trouver des employeurs. Et donc on a travaillé avec un ensemble d'acteurs, donc d'abord en Normandie, mais d'emblée avec une ambition nationale, de créer en fait quelque chose qu'à l'époque on appelait la NPE du cheval. Et donc on est allé voir la NPE, et la NPE nous a dit mais nous on ne sait pas faire. En fait le monde du cheval on ne connaît pas, ça nous échappe complètement, on ne sait pas faire. Et on leur a dit mais faites avec nous. Et donc on a monté à partir de 2007, une structure qui d'emblée s'est appelée Equiresources. Alors pourquoi ce mot ressources? Bien sûr, on pense aux ressources humaines, mais on pense aussi à être un centre de ressources pour de l'information sur les métiers et les emplois dans la filière équine. Donc on a travaillé avec la NPE, je vous en parlais, donc Pôle emploi maintenant. On a travaillé donc avec l'ensemble donc des secteurs de la filière par l'intermédiaire d'Hippolia. On a été très soutenus par la région Normandie. Et puis, donc, les haras nationaux ont porté la création d'Equiresources. On a eu des financements de l'Europe, très, très importants, pendant plusieurs années. Et donc, on a eu aussi un gros appui financier de la FASEC, donc puisque la problématique du recrutement était particulièrement importante dans le secteur des courses. Et donc, on a ouvert Equiresources en 2007. Et on était 3, un employé à NPE, un employé haras nationaux, moi, en l'occurrence. Et puis, donc, par l'intermédiaire donc, des fonds européens et la région, on avait réussi à recruter donc, quelqu'un qui dépendait de l'association Hippolia. Donc, on était 3. Et la première année, on a été très fiers, on a eu 40 offres d'emploi. Donc, on a ouvert en juin, en grande pompe.
Et on a essayé de se faire connaître. Et on a pris notre bâton de pèlerin et on est allé voir un certain nombre d'acteurs en leur disant, nous, ce qu'on vous propose, c'est un service gratuit. On vous propose un service personnalisé et on vous propose des outils modernes pour accéder à l'information. Et donc, d'emblée, on a travaillé sur un site internet qui existe toujours. Je vous invite à aller voir le site Equiresources. Il est de plus en plus performant. Et c'est un site qui est à la fois un site d'information pour les jeunes qui cherchent à s'informer sur les métiers du cheval, à savoir comment on peut accéder à ces métiers, par quelle formation. Et puis aussi, comme c'est un formidable site sur lequel vous trouvez plein d'offres d'emploi, vous pouvez vous renseigner sur ce qu'est la réalité de ces métiers. Quelles sont les régions de France dans lesquelles on trouve plus ou moins tel ou tel métier. Et puis, qu'est-ce qu'on demande? C'est quoi un vrai métier avec un vrai employeur, au-delà de la passion cheval qu'ont la plupart des jeunes. Donc, et puis, combien ça rapporte? Et donc, toutes ces informations-là, elles existent sur le site d'Equiresources et ça s'est développé de plus en plus. Alors, je reviens en arrière, je reviens à la fin donc, des années 2000, donc entre 2007 et 2010. D'emblée, tous les acteurs, y compris le ministère de l'Agriculture, se sont tournés vers nous pour nous dire « Ah oui, mais vous pouvez nous donner des statistiques ?» Mais nous, on a dit « Mais nous, on est juste un guichet unique pour l'emploi du cheval. » Mais en fait, on n'est pas vous, on n'a pas les statistiques agricoles, on les a pas, on les connaît pas, on ne sait pas combien il y a de jeunes qui sont formés dans les centres de formation chaque année, dans tel ou tel diplôme. Mais on s'est dit, après tout, comme personne ne le fait, on va le faire. Et donc, vers 2009, on a créé en plus un observatoire des métiers, des emplois et de la formation filière équine, qui depuis a produit de nombreuses études nationales ou régionales, parce que les régions peuvent aussi commander des travaux en fonction de leur spécificité, pour essayer donc d'avoir des capacités d'analyse statistique et donc du coup de prospective par rapport aux emplois et aux métiers dans la filière équine. J'arrête là, peut-être. Alors, merci. Oui, et en changeant de casquette en tant que responsable de formation aussi donc à l'Estual, en faculté tourisme, loisirs et hôtellerie, en fait, où je suis, où nous avons une centaine d'étudiants, mais Monsieur Touron, en parlant sur la filière, je peux témoigner que tous nos étudiants de la filière équine connaissent et utilisent Equiresources. Et moi qui aujourd'hui, donc, j'ai changé de métier, j'ai quitté l'IFCE en 2017. À chaque fois que je rencontre quelqu'un du secteur du cheval en France, et que je lui dis, je vais le dire avec mes mots, je suis la maman d'Equiresources, et ben, tout le monde sait ce que c'est. Et moi, c'est ma plus grande fierté. Et je trouve ce projet absolument formidable. Je dois vous dire qu'on a franchi pas mal d'écueils. À certains moments, ma directrice de l'époque, qui s'appelle Françoise Clément, et à qui je rends hommage, m'a dit « Mais Sylvie, t'inquiète pas, des projets, t'en auras d'autres. » Mais celui-là, on y croyait vraiment. On s'est battu pour. Et moi, je suis extrêmement fière de voir que maintenant, le projet, il a 15 ans d'existence. Il continue à se développer. L'année dernière, c'était 3700 offres d'emploi qui ont été créées par Equiresources. Et aujourd'hui, depuis le début de l'histoire, c'est à peu près 30 000 offres d'emploi qui ont été publiées. Alors, on a commencé en Normandie, et puis on est passé en Pays de la Loire, et puis l'Île-de-France, et puis les Hauts-de-France. Maintenant, c'est France entière, c'est les DOM-TOM, c'est l'étranger. Et donc, c'est un service qui fonctionne, qui est entièrement gratuit, qui a fait ses preuves, que l'on promeut auprès des centres de formation, parce que c'est un outil formidable aussi, notamment pour l'enseignement agricole. Et donc, ce projet-là, je crois qu'on en est tous très, très fiers, et c'est vraiment tout un collectif de travail, de passionnés qui est derrière. Alors, bon. Donc Sylvie a déjà répondu à ma dernière question, puisque ma dernière question c'était, voilà, Equiresources à 17 ans, à 15 ans, pardon, quelle analyse en faites-vous et puis quels sont ces nouveaux enjeux? Alors les enjeux, du coup, donc pour préparer cette table ronde, je me suis replongée un petit peu dans les rapports plus récents d'Equiresources. Ce que l'on voit, c'est que 15 ans après, c'est toujours aussi difficile de recruter dans la filière équine quand on est donc un employeur. Que l'on a donc aujourd'hui des métiers qui ne sont pas particulièrement attractifs pour les jeunes, des métiers qui sont méconnus et qu'on a sans doute encore besoin de travailler, et c'est un des enjeux d'Equiresources. Donc il y a toute une campagne Equirecrute là qui va se mettre en place. Il y a vraiment toujours un enjeu de faire connaître ces métiers, leur variété et tout ce qu'ils peuvent donc apporter à des jeunes qui cherchent leur place
et qui construisent donc leur avenir professionnel. Donc il y a toujours un souci d'emploi. Et donc Equiresources continue à travailler sur la promotion en fait, de ces métiers de la filière équine. Après, il y a toujours quelque chose qui est préoccupant, c'est le turnover dans nos métiers. Et quand on est employeur dans cette filière-là, le turnover, il est à peu près de 10% par an. Ça veut dire que tous les 10 ans, on a renouvelé la totalité des 60 à 70 000 emplois directs de la filière équine. Et puis après, il y a les 80 000 emplois indirects. Mais sur les emplois directs, un turnover de 10%, c'est vraiment beaucoup. Donc il y a des questions à se poser aussi sur ce qui fait que ce turnover est tout aussi important. Ce que l'on voit aussi, c'est des métiers qui sont souvent très féminins et que les femmes ont du mal à garder dans la durée, si on prend notamment le secteur très employeur de l'enseignement de l'équitation. Donc il y a encore des questions de fond que la filière doit porter de manière transversale pour pouvoir donc continuer à développer cette filière en ayant les hommes et les femmes qui sont capables de porter ce développement. Merci beaucoup et merci pour ce très bel exemple, en fait, une fois de plus, qui montre l'articulation avec l'Europe, puisque c'est aussi avec des fonds européens et qui est une belle réussite française dans le service public, donc on peut être fier, mais qui pourrait très bien être dupliquée ailleurs en Europe ou peut-être s'étendre au travers de coopérations à une échelle internationale, car nos étudiants sont souvent preneurs de métiers à l'étranger et on pourrait recevoir aussi des donc, jeunes. C'est déjà le cas. Hein. On a déjà un certain nombre d'offres sur le site d'Equiresources qui sont des offres de nos partenaires internationaux et c'est aussi valable pour les stages. Parce qu'on aide aussi les jeunes à trouver leur stage dans la filière équine. Merci beaucoup. Et après ce bel exemple d'outils à échelle donc nationale, eh bien, c'est aussi important de voir des réussites régionales et aussi au niveau de l'agglomération, puisque M. Touron est à la fois conseiller régional et à la fois élu de l'agglomération. Et donc, la première question que je vous poserai, donc plus sur la formation, puisqu'on en a aussi parlé. Donc, la région Pays de la Loire se démarque en termes de formation. Alors, évidemment, mon avis n'est pas objectif, puisque je suis à l'Estua, mais néanmoins, nous en sommes fiers de nos formations équines. Donc dans la filière équine, avec deux pôles importants, notamment, pas uniquement, mais notamment, l'école vétérinaire de Nantes et l'Estua, faculté de tourisme, culture et hospitalité. Donc il y a une centaine d'étudiants dans le cheval. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler plus de ces pôles de formation ? Écoutez, d'abord, bonjour à tous. Merci, monsieur le directeur, de nous accueillir ici sur ce site. Et puis merci à madame la députée d'être à l'origine de ce colloque ici en Pays de la Loire. Alors effectivement, en Pays de la Loire, nous avons la chance d'accueillir l'une des 4 écoles vétérinaires, Oniris, donc située à Nantes, qui est une école vétérinaire avec un centre hospitalier universitaire où l'on peut traiter les soins intensifs et les urgences équines. Donc les élèves peuvent donc agir en direct. Et puis Saumur, où nous avons un maire président de l'agglo qui un jour un précédent maire et président de l'agglo qui a eu l'audace de dire pourquoi pas un pôle universitaire à Saumur. Alors beaucoup de gens étaient un peu dubitatifs. Le pôle universitaire a démarré dans des locaux qu'on pourrait qualifier même maintenant de piteux, mais il y avait bien une demande pour ces formations autour du cheval, ces formations de haut niveau. Donc, puisqu'à Saumur, nous avons une licence commercialisation des produits équins, une licence management des entreprises équestres, et puis un master autour des parcours touristiques, sportifs et aventures. Et donc, fort de ce succès, autour d'autres formations liées au tourisme, la région a décidé de construire un pôle universitaire qui a été inauguré en septembre dernier, où nous accueillons des élèves de toute la France, des étudiants de toute la France, et merci à celles et à ceux qui ont eu l'audace de croire en un pôle universitaire à Saumur. Alors, à travers la région, il y a aussi d'autres formations. Il y a des lycées qui dispensent des licences et BTS. Je pense notamment au lycée de Laval, et celui du Boitillac, au Pèlerin. Et puis, nous sommes fiers également de cette pépite de formation que nous avons ici à Saumur,
avec l'École nationale d'équitation, qui dispense également des formations, avec une formation notamment de haut niveau, le master exécutif cadre noir. Dès que l'on dit le mot cadre noir, effectivement, c'est un signe de sérieux. Et bien évidemment, les gens qui sont formés ici à Saumur, à l'IFCE, sont de véritables ambassadeurs de la France pour aller former ici ou là des moniteurs d'équitation. Merci. Donc, effectivement, une région donc, qui s'est investie sur des formations à la fois avant-bac, à la fois post-bac, parce qu'effectivement, la filière équine demande des compétences très variées, et c'est une des richesses de la région, et nous remercions le soutien de la région, son investissement. Et alors, à l'échelle aussi de la région, donc, le Conseil des équidés aspire à éperonner le tourisme équin au travers d'une politique ambitieuse, donc, qui est en cours. Donc, pouvez-vous nous en expliquer les objectifs ? Alors, notre présidente de région souhaite que dans ce mandat, nous développons le tourisme équestre. Alors, nous avons un bras armé qui est donc le Conseil des équidés. Alors, la région des Pays de la Loire a une chance, c'est de pouvoir aller de la mer à la terre ou de la terre à la mer, en longeant un fleuve royal classé au patrimoine de l'UNESCO, la Loire. Nous avons déjà réussi avec la Loire à vélo et nous souhaiterions pouvoir réussir avec le tourisme équestre. Alors le monde équestre est un peu particulier parce que ce sont des femmes et des hommes passionnés autour du cheval qui peuvent se parler, au mieux qui peuvent s'ignorer et puis quelquefois qui peuvent même se détester. Donc c'est un peu compliqué. Alors moi j'ai en charge à la région 2 autres compétences. J'ai le vin. Dans le vin, il existe une interprofession qui va de l'amont à l'aval. C'est Interloire. J'ai la forêt également comme autre compétence. Dans la forêt, il y a Fibois, qui est une interprofession qui va de l'amont à l'aval. Et quand vous arrivez dans le cheval, c'est un peu compliqué de mettre tout le monde d'accord. Alors c'est un challenge à relever puisque nous avons la chance d'avoir des lieux magnifiques, notamment des anciens haras. Nous avons un patrimoine culturel riche également, et nous avons tout pour réussir le tourisme équestre. Sauf qu'ici, eh bien, aujourd'hui, il y a de très beaux équipements, mais si vous voulez faire de l'itinérance de qualité, c'est très compliqué. Alors, autrefois, il y avait le baroudeur qui partait avec son sac à dos et qui couchait à la Belle Étoile avec son cheval. Aujourd'hui, il y a une clientèle qui souhaite pouvoir randonner, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la grande majorité des équitants ne font pas de compétition. Ce sont des gens qui veulent être au contact plus proche de la nature, mais qui veulent dormir dans des lieux confortables, qui veulent que le cheval soit dans un box également confortable. Et puis aussi, il faut penser aux familles où vous n'avez que quelques équitants dans la famille. Il faut que les non-équitants puissent aussi profiter de ce séjour. Alors, ça existe à l'étranger. Il y a la Camargue en France qui a... et la Drôme, voilà, oui, enfin, voilà. Vous êtes de la Drôme, madame? Voilà. Je m'en doutais. Mais voilà, il y a des régions qui ont compris, et nous ici, tout l'enjeu. Alors, nous avons une colonne vertébrale qui est en train de se mettre en place avec la route d'Artagnan, et il faut travailler autour de cette route d'Artagnan pour avoir une véritable itinérance, parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des tours opérateurs qui proposent des voyages à l'étranger. Je pense que l'on peut faire aussi bien, sinon mieux, ici, en Pays de la Loire. Alors, ici, Saumur est indéniablement une capitale du cheval, mais moi, je me pose toujours la question de savoir si Saumur est une destination cheval. On peut être capitale du cheval sans être destination cheval. Aujourd'hui, à Saumur, je pense qu'on a un peu dormi sur nos lauriers, et j'en prends ma part de responsabilité. Le cheval est devenu un outil de tourisme marketing. On voit bien, ce matin, j'étais avec un maire d'une commune littorale. La mer est de Vendée, chère Martine. La mer, que vous soyez à Saint-Jean-de-Mont, au Sable d'Olonne ou à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la mer est identique. Et pour se démarquer, eh bien, on voit des collectivités qui n'ont aucun
ADN cheval et qui veulent se développer, attirer de nouveaux tourismes avec des projets autour du cheval. Et nous, je pense qu'ici à Saumur, alors Jackie est parti, c'est dommage parce que je voulais lui dire, Jackie qui au départ avait peur des chevaux, hein, vous savez, quand il y avait une remise de prix, Jackie était à 30 mètres derrière le cheval avant de remettre le prix. Mais aujourd'hui, il a compris, et une grande majorité des élus saumurois ont compris qu'il y avait un enjeu économique avec le cheval. Moi, je suis un peu un ancien combattant, il y a longtemps que je suis élu, et il était très compliqué à Saumur, et Jean-Michel peut en témoigner, de débloquer ne serait-ce que 10 000 euros dans un budget de l'agglo pour le cheval, alors qu'on se disait capitale du cheval. Donc, on voit bien aujourd'hui que les choses sont en train de changer, mais pour être et je pense qu'il y a certainement, mesdames et messieurs les parlementaires, un travail à faire autour d'un label. On peut l'appeler, enfin moi je l'appelle destination cheval, mais il y a quelque chose ou FFE ou mais, qui vous voudrez, mais il y a quelque chose à faire pour labelliser ces villes qui misent sur le cheval pour pouvoir attirer une nouvelle clientèle française et étrangère. En fait, c'est exactement là-dessus sur ce sujet sur lequel nous avons travaillé donc, dans le cadre de la revue Espace, donc je vous redonnerai, sur ces destinations du cheval, d'un point de vue de la recherche, les questions qu'on se pose, et effectivement, comment passer de la capitale de l'équitation à une destination du tourisme équin, c'est-à-dire à la fois à cheval et autour du cheval, et ça semble effectivement être des sujets tout à fait émergents. Et j'en profite pour dire que Alain Liberiot, fondateur de la route de D'Artagnan, est parmi nous, donc il pourra peut-être aussi participer tout à l'heure. Et donc ça nous permet d'arriver du coup à la dernière question sur l'échelle locale que vous représentez aussi, avec l'exemple de Véry, puisque vous êtes président de l'association de préfiguration du site équestre de Véry. Donc pouvez-vous nous en expliquer les enjeux? Alors les enjeux... Je pense que Jean-Roch a présenté la maison. Voilà, rapidement. Donc, la maison IFCE, ici à Saumur, c'est le site où nous sommes. Et un autre site qui est à 1 km à vol d'oiseau. Donc, un site de 162 hectares boisés qui abrite l'hippodrome et qui est le lieu où se déroulent toutes les compétitions internationales, que ce soit le CCI ou les internationaux d'attelage. C'est aussi le terrain pour le Pôle France concours complet, puisque nous avons la chance d'avoir un sol qui peut être utilisé 365 jours par an. C'est le lieu d'entraînement d'entraîneurs privés qui sont ici autour du Saumurois. Je pense notamment à Maxime Livio. C'est aussi pour les élèves de l'école un lieu d'entraînement. Et puis c'est aussi un lieu où les Saumurois aiment se promener. Alors ce site qui aujourd'hui est entretenu par l'IFCE dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de performance ne le sera plus à compter du 1er janvier 2023. Et les élus, nous nous sommes dit que ce n'était pas possible que ce site ne garde pas sa vocation équestre. Et de la plus petite commune, puisque le site est sur 2 petites communes de 500 habitants, de la plus petite commune en passant par la ville de Saumur, en passant par l'agglo, en passant par le département jusqu'à la région, nous nous sommes dit il faut que ce site continue à vivre et même évolue. Et donc le projet que nous essayons de bâtir, mais nous allons y arriver, c'est un projet qui s'articulera sur la thématique cheval et nature. Donc de nouvelles propositions seront faites autour du cheval, hein, puisqu'il va falloir le faire vivre, notamment au niveau du tourisme équestre. Alors nous avions un très beau projet d'hôtel, mais bon, aujourd'hui c'est un petit peu décalé dans le temps, puisqu'il faut que nos documents d'urbanisme puissent être compatibles avec ce genre d'équipement. Et c'était une très bonne idée de pouvoir avoir un hôtel équestre, hein, où on venait avec son cheval, on pouvait avoir un appartement ou une chambre, et on pouvait randonner pendant une semaine en marguerite, c'est-à-dire qu'on part le matin, on revient le soir, et pour les gens qui ne sont pas équitants, comme je le disais tout à l'heure, eh bien la possibilité d'aller profiter de notre richesse patrimoniale ici en Anjou et en Saumurois. Alors ce projet, nous y croyons.
même si nous avons quelques petites contraintes. Madame Douaré, dans votre nouvelle fonction, là, nous avons, semble-t-il, quelques fleurs miraculeuses sur le site, voilà, hein, qui nous bloquent un petit peu, mais la motivation va l'emporter sur les contraintes, et je pense que dans 2 ans, peut-être pourrons-nous faire un nouveau colloque sur le site de Véry, parce qu'il est prévu du business. Il y aura des salles pour accueillir des entreprises, et je pense qu'on aura une salle suffisante pour accueillir un colloque de cette taille. Voilà. Merci beaucoup. Je trouve que l'ensemble de ces exemples montre une fois de plus la richesse du monde du cheval. On l'a vu aussi tout à l'heure avec Monsieur Vogel qui expliquait la diversité en fait des enjeux. Et je pense que vous parliez des difficultés qui sont historiques entre les différents mondes du cheval, mais que peut-être dans ces enjeux, dans ce cadre de développement territorial, on est en train d'essayer de dépasser et de revisiter cette différence, non plus comme des sources de contraintes, mais comme une chance. Et donc, on la voit à toutes les échelles. Et on voit aussi que ces échelles s'imbriquent, puisque là aussi, on a différentes échelles de la collectivité, probablement aussi avec l'Europe, et qui sont capables de travailler ensemble pour cette passion du cheval. Donc, merci à tous. Et maintenant, est-ce qu'il nous reste un peu de temps pour des questions à la salle ? Oui. Voilà. Donc, s'il y a des questions, quelques questions. Merci Sylvine. J'ai été interpellé, disons, je suis le président de la route européenne d'Artagnan, donc on a parlé de la route européenne d'Artagnan. Je vais dire quelques mots, je crois qu'on déborde un petit peu sur le timing. La route européenne d'Artagnan, c'est d'abord un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. C'est le Saint-Jacques-de-Compostelle du cheval, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Mais avec une thématique différente. C'est la vie réelle de D'Artagnan et la vie romancée par Alexandre Dumas. Alors, effectivement, il y a de l'itinérance douce avec des chevaux. C'est une première mondiale dans 6 pays. Donc l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Italie, l'Espagne. 10 000 km d'itinéraire équestre. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais on y arrive. Et derrière l'itinérance douce, évidemment, il y a tout le volet valorisation touristique, culturelle et patrimoniale. Et là, on touche au patrimoine équestre, bien sûr. Alors, on travaille étroitement, bien sûr. Nous avons été certifiés par 35 pays du Conseil de l'Europe. Vous voyez, notre cours de récréation, ce n'est pas les 6 pays de la route, c'est 35 pays derrière. Donc il y a un potentiel, M. Touron l'a dit, potentiel de valorisation, de promotion de la route dans ces 35 pays, avec tous les éléments que nous mettons en place, des outils que nous mettons en place. Et un de ces outils, je vais intervenir par là, c'est effectivement, nous avons 172 hauts lieux historiques et littéraires qui sont répertoriés par une commission historique, tout ça est très sérieux. On passe à Versailles, Fontainebleau, Chantilly, Saumur, Angers, etc. J'en passe des meilleurs. Et j'étais la semaine dernière au ministère de la Culture, qui est notre ministère de tutelle, pour le suivi de ce type de produit. Et nous avons proposé de mettre en place un label pour les hauts lieux historiques, littéraires et équestres, puisque c'est une première mondiale au niveau équestre. Voilà, donc nous allons y travailler, et peut-être que ça permettra d'avoir des destinations cheval un peu partout qui sont peut-être très reconnues, mais pas suffisamment connues dans le monde entier. Merci beaucoup. Nous avons encore le temps pour 2 questions. Pas de questions. Je vais me permettre une question. Donc, Henri Dabzac, je suis membre du conseil d'administration de l'IFCE. Monsieur le conseiller régional et monsieur le sénateur ont évoqué effectivement les sentiers de randonnée et le fait que juste à côté passe un réseau important qui est celui des Eurovéloroutes avec la Loire à vélo. Est-ce qu'on peut envisager un jour une sorte de label européen des sentiers de randonnée équestres avec des prestations intégrées, comme maintenant quand on fait la Loire à vélo, on a une espèce de topo guide dans lequel on associe à la fois les destinations, les itinéraires et puis aussi toutes les prestations de services qui vont autour. Et effectivement, pour les territoires, ces Eurovéloroutes ont été vraiment des irrigants tout à fait spectaculaires, notamment en termes sur des territoires qui étaient jusqu'à présent relativement délaissés. Alors
Alors pour nous, régions, c'est une volonté. Alors, je crois que le parlementaire européen est parti, mais c'est une réelle volonté. Donc nous l'avons réussi avec le vélo. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas une réussite aussi avec le cheval. Bon, alors c'est un travail certainement de longue haleine, mais voilà, ça doit pouvoir se faire. D'ailleurs, ce projet Loire à vélo avait été fortement soutenu par l'Europe. Donc la même proposition faite avec des chevaux devrait l'être aussi. Excusez-moi, par rapport à Véry, s'il vous plaît. Oui, par rapport à Véry, donc j'ai bien compris, entraînement, compétition, ce projet éventuellement d'hôtel et d'accueil. Quels sont les autres projets et qui finance? Alors les autres projets, il y a beaucoup d'autres projets, notamment autour, donc on vous a dit que la thématique c'était cheval et nature. Il y aura avec la LPO des sentiers d'interprétation. Il y aura également, Véry est un sol excellent pour les chevaux, il l'est également pour les humains. La Fédération française d'athlétisme est très intéressée. D'ailleurs, ils ont fait des championnats récemment et tous les participants ont reconnu l'intérêt du sol de Véry, donc ouvert à d'autres sportifs, notamment le cyclocross. Mais alors, le but, c'est quand même que chacun y trouve sa place. Quand vous allez faire cohabiter des chevaux, des vélos, des coureurs, il faut que tout le monde s'y trouve sa place. C'est pour ça qu'il faut que ce soit dans un cadre organisé. Alors maintenant, qui finance? Qui finance? Donc la région, bien évidemment, le département, l'agglo, la ville, l'État, s'il le veut. Voilà, mais nous avons compris que ce serait un peu compliqué. Et puis je voyais Loïc Malivet tout à l'heure, mais je crois qu'il est parti. Ah non, il est là, Loïc. Loïc, nous espérons beaucoup du fonds Éperon. Voilà, hein, éventuellement le fonds Éperon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le fonds Éperon, c'est un prélèvement qui est fait sur les enjeux du PMU pour être redistribué sur les projets innovants pour la filière. Nous considérons que nous sommes même plus qu'innovants. Donc voilà le financement. Alors le financement, aujourd'hui les collectivités, nous sommes tous mis d'accord pour assurer l'investissement, mais il faudra ce qu'on appelle le petit équilibre, le fonctionnement puisse à terme s'équilibrer. Nous avons prévu dans le business plan de pouvoir accompagner pendant 3 ans le temps de la montée en puissance du projet, mais les collectivités n'ont pas vocation à financer le fonctionnement. J'allais vous poser la question de l'entretien justement du site, parce que pour la petite histoire, quand on voit la route qui va jusqu'au milieu de Véry, on est un petit peu inquiet. Alors, je voudrais vous dire que si on ne pouvait pas, si on ne refaisait pas la route, on pourrait avoir une nouvelle activité qui serait le rallye automobile. Mais voilà, la route fait partie des investissements. Et sachez qu'aujourd'hui, le montant des investissements se situe dans une fourchette entre 7 et 8 millions d'euros.